Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours slam? Oui, oui, oui. Donc, en premier lieu, je vais me présenter. Je m'appelle Djinébou. Voici mon signe en langue des signes. Et j'ai un parcours de slameuse qui remonte à peu près en 2008. J'ai commencé à Paris, dans une association qui était là pour aider Haïti, puisqu'il y avait des jeux théâtraux, il y avait des mises en scène, et on avait envie de mettre à l'honneur ça, et on a fait des projets de slam, parce que la personne qui en faisait est partie, et donc j'ai pris le relais, et je me suis un peu emparée de ce travail-là, et j'ai commencé à tester pour voir, pour découvrir. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai découvert des choses en moi. Et en groupe, on s'est mis d'accord de créer Nepsonam, qui est un mot qui veut dire... c'est un mot anglais, il y a open dedans. Manos, avec les mains, c'est en espagnol. Et donc le signe en langue des signes de ça, c'était Manos, Open Manos. Et donc nous étions 3 slammeurs, avec une personne qui était slammer entendant, qui faisait à l'oral. Et nous avons réfléchi à la forme que nous allions donner aux paroles de la personne et à ce qu'elle écrivait, à ce qu'elle a été son œuvre en fait. Et tous les 3, nous nous sommes en fait emparés de cette œuvre-là pour pouvoir la restituer en langue des signes. Et progressivement, on a découvert plusieurs choses, et on est allé dans plusieurs villes en France, et nous avons découvert vraiment différentes sortes de slam et de styles en langue des signes, et d'écriture aussi très différentes, et que justement le processus entre l'écrit et la langue des signes était aussi très différent, et donc ça a été un travail très riche. Est-ce que tu peux me raconter ta première fois, ta première séance slam et ton ressenti? Alors la première fois que j'ai vraiment puisé en moi quelque chose qui pouvait servir au public, qui pouvait être un partage, un don de soi, j'ai eu énormément de plaisir, et ça m'a vraiment épanouie. Et j'ai vraiment découvert une passion qui vraiment m'a aidée, puisque à l'adolescence, je faisais déjà aussi des poèmes, je lisais et régulièrement, et je n'avais pas forcément eu cette expérience-là, mais les poèmes, c'était quelque chose que j'avais déjà découvert et qui était vraiment la base de ma passion, et qui s'est transformé justement en slam, de l'expression comme ça en langue des signes, de manière poétique, de pouvoir jouer avec les expressions, le corps, montrer vraiment, de donner en fait, avoir une parole dans laquelle on va avoir un recul sur soi-même, et prendre conscience en fait de ce qu'on produit en fait, et de pouvoir en faire le tour, et de pouvoir aussi, voilà, moi j'ai choisi de montrer tout ce qui concernait la culture sourde, puisque c'est quelque chose qui est vraiment très naturel en moi, et que j'avais envie d'apporter aux autres. Super. Qu'est-ce que pour toi le slam? Alors c'est une bonne question, c'est vraiment une bonne question. Là, au mois d'août, j'ai été au Canada en résidence dans une association qui s'appelle Style Propagation. Le signe, c'est celui-là en langue des signes.
Donc on a organisé une résidence et il y avait des conférences aussi. Il y avait un homme sourd qui était là par webcam qui s'appelle Petrov. Peter, pardon, excusez-moi, Peter. Peter Cook. Oui, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Aux États-Unis. Eh bien, lui, vraiment, on lui a posé la question de savoir qu'était la définition du slam. Et c'est vrai que moi, ça a éveillé certaines interrogations chez moi, parce que c'est vrai on peut se poser la question, parce qu'il y a beaucoup de formes stylistiques de poésie qui se ressemblent. Et donc, il faut s'interroger pour voir, c'est une expression libre, en fait. Il n'y a pas forcément de normes, de règles à établir. C'est une forme artistique, c'est quelque chose qui émane de quelqu'un, et il y a des styles. Et donc, moi, je pense il faut avoir comme objectif de donner, en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du don. C'est-à-dire que avec ses connaissances, soi-même, on apporte et on partage quelque chose avec les autres. Et on donne à réfléchir, je pense que c'est ça pour moi. À imaginer, à réfléchir, et peut-être aussi à provoquer du mouvement dans le public. Et la scène, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, c'est vrai que ce qui était important, c'est en 2012, à Paris. Moi, j'étais avec un slammer, une slameuse qui s'appelle Ella. Donc, son signe en langue des signes, c'est celui-là. Et ensemble, nous avons vraiment travaillé le slam. Et d'habitude, on venait sur scène. Et là, on a essayé vraiment de changer une forme plus théâtrale, en fait, de mélanger les genres, les styles, mélanger le slam avec une autre forme. Et on s'est mis d'accord là-dessus, et on a eu vraiment... on s'est accordé là-dessus, on a fait une chorégraphie, il y a eu de la mise en scène. Et donc, voilà, le metteur en scène s'appelle Laurent Vallot, son signe en langue des signes est celui-là, et c'est un sourd. Et donc on a fait différentes installations avec de la vidéo, de la lumière, et ensemble on a vraiment partagé autour de cette création théâtrale et de slam qui a duré pendant 1h30 et qui était en lien aussi avec 10 mots. 10 mots. C'était 10 mots que l'on se dit, et il fallait chacune qu'on puisse face au public signer, exprimer quelque chose avec ces 10 mots. Et moi, je sentais vraiment comme un épanouissement, vraiment un plaisir d'être là à ce moment-là, de donner quelque chose. J'étais vraiment en raccord avec ce que je ressentais. Et puis, quand on me donnait un mot, il y avait un mot qui avait du sens, qui faisait sens chez moi. Et je mettais justement en image ces mots-là, et je donnais au public à voir en fait les mots et en les influençant, leur racontant. Et intérieurement, vraiment, j'ai ressenti du plaisir, beaucoup de plaisir. Ta façon d'écrire est ton inspiration. Alors en 2012, juste avant 2012, donc on se demandait souvent ce qu'était le slam, et moi la première aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait des ateliers d'écriture avec des entendants, mais il n'y avait pas d'interprète. Et c'est vrai que le style d'écriture, la forme artistique, les jeux de mots, les jeux de rythme, les jeux de phrases comme ça, moi je ne travaillais pas de cette manière, puisqu'en fait je suis sourde, et donc je pense en images. J'ai du visuel dans la tête, et donc c'est vrai que c'est très très différent le processus de création à l'écrit, puisque transposer quelque chose en image à l'écrit, c'était pas forcément le cas pour les sourds, en fait. C'était plus vraiment un travail peut-être d'entendant. Mais c'était des styles très différents au niveau des phrases. Par exemple, il y avait les entendants avaient un rythme, avaient des règles à suivre. Moi, c'était pas des phrases comme ça, c'était des images. C'était de la pensée en images, et c'était quelque chose que je compilais et qui menait à une création. Et donc c'est vrai que
les styles, les méthodes sont différentes. Moi, c'est pas des phrases, c'est plus comme... en fait, il y a parfois des petites phrases poétiques, il y a des éléments, il y a des... par exemple, comme de l'iconicité, de l'image. Par exemple, c'est pas une fleur avec une lampe aussi. On peut avoir aussi, je sais pas, la lumière sur la tête. Enfin, je voyais vraiment différentes images qui pouvaient mener à une phrase. Est-ce que tu sens qu'il y a une véritable liberté d'expression de ça? Au niveau de l'expression, je pense que oui, il y a une liberté, mais il y a quand même parfois des limites. Et il faut voir, c'est le choix de chacun de savoir si on veut les dépasser ou pas, de savoir quelles sont ses limites, la forme qu'elle prend et ce qu'on veut lui donner en fait. Tout le monde, enfin souvent, moi je vois que vraiment j'ai un fort lien par exemple avec la nature, la vie qui est très importante. Et donc je pense que je me nourris de tout ça, on se nourrit mutuellement. Et je pense que voilà, tout ce qui est culturel aussi, les livres, le cinéma, la danse, le théâtre, tout ça en fait, tout ce qui est de l'ordre de la culture en fait m'imprègne. Et par exemple à IVT, qui est un théâtre, l'International Visual Theatre, qui est à Paris, c'est un lieu très important de la culture ici et qui a émergé en mai. Et à peu près, enfin, en mai dernier, il y a eu l'anniversaire des 40 ans. Et en fait, c'est un lieu de culture. C'est vraiment là où se rencontrent les arts avec le théâtre, les livres, l'édition, la langue des signes, la chorégraphie. Et en fait, c'est vrai que de ça, je me nourris beaucoup puisque j'y vais très régulièrement. Et ça amène vraiment justement à avoir une pensée qui nourrit l'imaginaire. Et donc, je pense que voilà, c'est le choix aussi, c'est ses partis pris à soi, en fait, d'avoir des limites ou pas. Je pense que il y a des limites qui sont dépassées, mais je sais pas, par exemple, tout ce qui est relatif à la haine, je pense que c'est quelque chose qui, par exemple, dépasse les limites, ou alors, par exemple, la violence. Après, c'est un choix personnel de savoir si on veut s'y engager et peut-être parler de ça pour trouver une solution aussi. Beaucoup de gens me disent que les sourds ne peuvent pas se calmer parce qu'on ne vous entend pas vraiment. Est-ce que tu peux me prouver l'inverse? Parce que moi je sais que c'est possible. Pour moi, dans le STEM, en fait, je vois vraiment du STEM comme un combat politique pour l'intégration des handicapés. Et donc, je m'intéresse à tout l'univers handicap. Et c'est vrai que depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à l'univers, si je peux l'appeler comme ça, des sourds. Et du coup, est-ce que tu peux dire que oui, bien sûr, peux-tu expliquer que oui, bien sûr, les sourds ont aussi besoin d'islam pour s'exprimer, de partager, de... Oui. C'est tout à fait juste. C'est vrai que à Paris, il y a à l'opéra, à Opéra. Là, on pouvait voir des sourds avec un public entendant qui pouvait venir voir. Et au niveau du slam, par exemple, Le Cri, dont je suis l'auteur, avec un metteur en scène qui était là présent, qui s'appelle Virginie, qui a mis en scène, en fait, on a travaillé ensemble sur ces textes-là, sur l'adaptation, les modifications, et sur scène, pendant 3 minutes, il y avait du slam, et moi je signais, mais il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de musique, il n'y avait absolument rien. À part la langue des signes, et les entendants étaient là face à moi, et une fois que c'était terminé, ils avaient vraiment pu accéder à quelques images qui leur avaient donné à réfléchir, et chacun avait les siennes. Et vraiment, j'ai montré à ce moment-là que oui, il y a quelqu'un qui peut parler et tout ça, mais
La parole, bon, moi, par exemple, quand je vois un slammer, j'y ai pas accès, mais je vois les expressions du visage, le mouvement du corps, l'investissement corporel et tout ça. Et ça donne des messages, ça donne à voir des choses. Et donc moi, qui n'entends pas, je peux avoir ça. Donc il y a un partage. Le monde sourd, le monde entendant, en fait, peut vraiment communier. Il n'y a pas forcément quelque chose de très séparé. En fait, c'est le monde de l'art qui peut réunir aussi les gens. Et le slam, en fait, je suis pas la seule à le pratiquer. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des représentations. On est peu, mais parfois on ne voit pas forcément ce qu'ils produisent. L'avenir du slam, tu le vois comment si tu en vois un? Eh ben, je réfléchis justement au niveau du futur. J'espère que vraiment, en France, il va y avoir un engagement sur le sujet. Et par exemple, là, on parlait de politique. Là, il y a des choses il y a des injustices. Il faut pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir restituer quelque chose autour de ces sujets, autour des obstacles, pour essayer de faire muter. Et peut-être que le slam va s'en emparer et va évoluer dans ce sens en France. Peut-être qu'avec quelques comme ça, des personnes qui s'en emparent au fur et à mesure, ça va se développer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de garder des traces en fait de ça et de peut-être voir que des sourds qui slament en fait va donner envie à d'autres personnes de s'y impliquer, va donner de la motivation, puisqu'en fait il y aura aussi un style de slam auquel s'en référer. Donc, parce que ça, j'en entends beaucoup aussi. C'est toi, ça ne te dérange pas quand c'est des entendants qui viennent dans notre culture? Bah, oui, là tout à l'heure, je parlais justement d'IVT, International Visual Theatre, et c'est vraiment le premier lieu en 1977 à Paris. Ça a été un lieu vraiment de la culture sourde, avec du théâtre, de la danse, de la chanson, du chant-cygne, des poèmes, de la poésie, en fait différentes formes culturelles et artistiques qui ont été montrées justement à un public entendant, qui a pu en direct voir cette production culturelle et artistique des sourds. Et donc cette culture-là est illustrée par la langue des signes, qui est la langue des sourds. Et donc l'art, en fait, peut s'investir dans la langue des signes, puisqu'il y a tout ce qui est question de rythme, d'ondulation, de modulation. Avec la langue des signes, on peut faire ça. Et donc c'est vrai que les entendants, ils sont bienvenus s'ils veulent avoir la curiosité de regarder, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même culture. La culture des entendants, c'est plus l'écrit, la voix, l'oral, le son. Et donc c'est deux mondes différents, mais qui peuvent se rejoindre par des passerelles. Et il y a des choses, chacun typiques et propres à chaque culture, qui sont intéressantes de voir. Parce qu'en fait, j'ai un artiste français qui s'appelle Nomé, qui a essayé de faire des choses avec des sourds. Excusez-moi, comment il s'appelle? Nomé. Qui a voulu faire la scène avec des sourds. Et en fait, ils n'ont pas du tout aimé parce que lui, il était entendant et qu'en même temps, ce qu'il avait proposé, c'était trop intellectuel en fait, pour les sourds. Et du coup, ça l'avait bloqué et qu'il n'avait pas pu continuer ses projets avec les autres. Et du coup, on m'a dit qu'il faut quand même un peu taper des portes pour ouvrir les portes des instituts pour mon français, parce qu'on a cette image qu'en fait, vous nous rejetez en fait. Alors que moi, je suis surprenante, mais c'est souvent ce que j'entends. Oui, c'est vrai que oui, il y a des sujets sensibles. Donc là, il faudra voir un peu comment vont prendre la tournure des choses. Mais je pense que, par exemple, quand on crée un film ou quand on fait des actions culturelles, des contes, des poèmes,
quand on crée le film, en fait, peut-être que il faut inviter des personnes sourdes qui peuvent vraiment être investies corporellement et qui ont des compétences en langue, qui ont un savoir et un savoir-faire, et des entendants qui, par exemple, ne savent pas signer mais parlent. Par exemple, s'il y a un réalisateur sourd, en fait, il peut être professionnel, on peut le payer, on peut encourager en fait les sourds justement à se développer, par exemple dans le milieu du théâtre ou du cinéma, en étant acteur pour pouvoir être ensemble, parce que c'est vrai que la société, il y a des normes, des normes qui sont faites voilà, avec les entendants, en disant c'est pas possible que les deux mondes se rencontrent puisque chacun est dans son milieu. Mais je pense que là, il y a des choses, il ne faut pas dire un tel ne peut pas participer ou pas pour je ne sais quelle raison. En fait, ce qu'il faut transcender, c'est la question de la passion, c'est qu'est-ce qui est possible de faire, et en fait de pouvoir justement être dans cette dynamique-là. Et je pense que quand le premier pas est amorcé, les choses suivent. Super, merci beaucoup.